Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 14 février 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans exactement 1 an, 4 mois, le ministère de l'économie et des finances du Niger aura un nouveau local, un bâtiment de plus de 600 bureaux. Le coup d'envoi des travaux de cet important chantier a été donné ce matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a procédé donc à la pose de la première pierre de cet immeuble. C'était en présence de nos reporters Nafisa Yahaya et Halidou Bourema. Cette cérémonie marque la pose de la première pierre des travaux de construction de l'immeuble de 16 niveaux à usage de bureaux au profit du ministère des Finances. Prenant la parole, le premier responsable de la région de Niamey a tenu à saluer cette initiative des autorités, au premier rang desquelles le président de la République, Issoufou Mahamadou. Une initiative qui cadre avec le programme de modernisation des villes du plan de développement économique et social. Pour atteindre cet objectif, nous faisons beaucoup d'efforts pour former les agents de l'administration. Mais en plus de la formation, les agents ont besoin d'un environnement de travail qui puisse renforcer leur compétitivité et leur productivité. Et en réalisant cet immeuble dit hôtel du ministère des Finances, nous allons pouvoir offrir aux agents du ministère des Finances un espace de travail moderne. Vous savez aussi que actuellement, les services du ministère des Finances sont un peu éparpillés. Donc ce bâtiment permettra de les rassembler et donc par ce biais aussi d'augmenter la productivité et la compétitivité du travail au sein des régies financières, au sein de l'administration des finances de manière générale, puisque la DGI, la DGD et tous les autres services du ministère seront ensemble, donc pourront avoir des relations de proximité qui peuvent accroître l'efficacité du service qu'ils sont appelés à rendre au peuple nigérien. D'une superficie de 22 700 mètres carrés et financée à hauteur de 25 milliards de nos francs sur fonds propres de l'État, cet immeuble sera réalisé par l'entreprise Souma. Occasion pour le ministre des Finances d'exprimer toute sa gratitude pour la réalisation de ce joyau. Après plusieurs tentatives, dont la dernière remonte à 2010, vous répondez aujourd'hui de la plus belle des manières à la quête du ministère des Finances de se voir doté d'un environnement de travail moderne. Tout le personnel du ministère des Finances, par ma voix, vous dit merci, Monsieur le Président. Ce projet de construction contribuera à rassembler l'essentiel des services du ministère des Finances qui aujourd'hui sont éparpillés aux 4 coins de la ville de Niamey. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour le ministère des Finances. En effet, l'ancien bâtiment, dont la partie principale date de l'époque coloniale, est devenu vétuste et inadapté à la mise en place de services modernes. L'immeuble sera érigé en 16 étages, offrant plus de 600 bureaux, une dizaine de salles de réunion, un data center, 3 salles de machines, une salle pilote, une salle d'archivage, une bibliothèque. Il bénéficiera d'un parking pouvant accueillir plus de 200 véhicules. La présentation du projet et la pose de la pierre ont constitué le clou de cette cérémonie. Mamadou Diop a enfin exhorté l'entreprise Souma à tout mettre en œuvre pour la réalisation des travaux de ce joyau dans les délais impartis qui sont de 16 mois. Suite à l'alerte lancée par l'Association des consommateurs du Cameroun sur les couches jetables pour bébés qui nuisent à la santé, et l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Odata ici au Niger demande aux autorités nigériennes d'activer le mécanisme de veille et de contrôle sur tous les produits importés pour éviter à la population nigérienne la consommation des produits malsains. On écoute un extrait du président de cette association, Elhaji Mamanouri. Il s'agit de couchage qui contient certaines substances qui peuvent nuire à la peau des bébés. Et ces couchages-là ont été retrouvés particulièrement par l'Agence de sécurité sanitaire du Cameroun, ensuite par l'Agence de sécurité sanitaire du Togo
et a confirmé, les analyses ont confirmé la présence du butylphénylméthylpropional, ensuite de l'hydroxysoényl 3. En fait, tous ces produits-là, en tout cas, ces substances nuisent à la peau des bébés. Ça donne des boutons. Donc, les autorités de ces pays-là ont interdit d'abord, non seulement ils ont saisi le stock disponible, mais aussi ils ont interdit pratiquement, ils ont saisi, mais ils ont interdit l'importation de ce genre de produits. Donc, c'est pour dire que, en fait, la question du contrôle qualité s'active de plus en plus en Afrique, particulièrement dans la sous-région ouest-africaine. Et pour dire aussi que nous sommes à réseau, tout ce qui rentre dans les autres pays nous est annoncé, en tout cas ici au Niger, à travers notre association qui est membre du Consumer International. C'est aussi pour dire aux autorités nationales d'activer le mécanisme de veille, d'activer le mécanisme de contrôle. Nous sommes trop exposés, tous les produits qui nous viennent, il n'y a aucune garantie sur ça. En tout cas, les certificats d'origine ne donnent pas de garantie par rapport à la qualité, ne donnent pas de garantie par rapport à la fiabilité et au bon usage de ces produits. Par contre, les certificats de conformité peuvent donner en tout cas une sorte de garantie. Nous ne l'avons pas, on l'a suspendu, on a commencé, on l'a suspendu, il faut qu'on le recommence, il faut qu'on l'active. C'est très nécessaire pour la santé de la population, c'est très nécessaire, même pour le business des opérateurs économiques. Prévenir et lutter contre le paludisme au Niger, c'est entre autres objectifs visés à travers un don de médicaments et de moustiquaires aux autorités nigériennes cet après-midi. Cet après-midi, donc, sur l'initiative du gouvernement américain, c'est la marraine de la lutte contre le paludisme, la première dame Hadja Aïssata Issoufou, qui a réceptionné ces dons en présence du ministre de la Santé publique, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Hamza Sakou et Chebou Guissou. Dans le cadre de sa campagne Zéro Palu, je m'engage pour éradiquer le paludisme au Niger, une initiative du président des États-Unis contre le paludisme, PMI. Un important don de 674 tonnes d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA des produits du peuple américain a été mis à la disposition du peuple nigérien. L'objectif des PMI est de réduire de 50% la mortalité liée au paludisme par le développement rapide des mesures sûres et très efficaces de prévention et de traitement du paludisme. Le programme PMI fournit également une assistance technique au gouvernement du Niger par l'intermédiaire de ses partenaires de mise en œuvre, en particulier le Programme national de lutte contre le paludisme, ou PNLP. Ces produits vont permettre de faire face aux nombreux défis sanitaires en général et surtout à la persistance des cas élevés du paludisme. Un geste salué par le ministre de la Santé qui a rassuré les destinataires que ces produits seront utilisés à bon escient. Faut-il le rappeler, la première dame, à travers la fondation Gourivi Meilleur, accompagne les multiples efforts du gouvernement pour vaincre le paludisme à travers notamment les 3 approches stratégiques suivantes. Le renforcement du plaidoyer et la mobilisation sociale autour de la lutte contre le paludisme au Niger et en Afrique. La mise à disposition du traitement préventif à la population, comme les moustiquaires imprégnés, les médicaments, les antipaludiens, etc. Des actions d'assainissement des quartiers effectuées par la destruction des gîtes larvaires et la sensibilisation de la population sur les consignes d'hygiène. Même sentiment du côté de la marraine de lutte contre le paludisme, la première dame Aïssata Issoufou, qui a adressé ses vifs remerciements au gouvernement américain. Je pense qu'avec ça, c'est un grand ouf pour le Niger et ça va nous permettre de combattre efficacement le paludisme, qui est, comme je le disais, la première cause de mortalité et de morbidité. Donc avec ça, je pense qu'il y aura un grand
un grand soulagement pour le ministère de la Santé et pour le Niger tout entier, parce que dans les services de santé, le paludisme laisse la plupart de nos agents de santé désespérés, quelquefois par manque de certains moyens qui aujourd'hui sont à notre disposition. Cette cérémonie a été une occasion pour le ministre de la Santé d'émettre le vœu de voir l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques, ONPPC, doté des infrastructures modernes en vue d'assurer une meilleure gestion des produits au Niger. Nouvelle grève de 3 jours dans les universités publiques du Niger. Les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur ont entamé cette grève ce jeudi pour exiger des autorités la prise en charge de leurs revendications qui étaient d'ailleurs à la base de la grève observée par le SNEX en début d'année. Le constat avec Asama Ousseidou et Sadou Doumi. Après quelques mois de trêve, le SNEX a entamé une nouvelle grève de 3 jours ce jeudi pour exiger la poursuite du processus électoral à l'université de Maradi et le paiement des arriérés de tous les droits statutaires des enseignants-chercheurs des universités publiques. C'était l'exigence de la poursuite du processus électoral à l'université de Koudankoulou relative à l'élection du recteur et vice-recteur, le règlement de nos droits statutaires en souffrance. À cela s'ajoute maintenant la dénonciation de l'inertie du gouvernement à faire aboutir les négociations. Les négociations qui ont été engagées depuis le 23 septembre 2018 suite à l'offre de médiation de la CNDH, qui elle-même, pour donner chance aux négociations, nous a demandé d'observer une trêve. Une trêve qu'on a observée pendant près de 5 mois. Mais il faut préciser à ce niveau, c'est pendant 5 mois, mais on s'était rencontrés une dizaine de fois. On a pris d'autres antimons-oculaires, on a déposé le mot d'ordre de grève de 72 heures qui débute actuellement, qui est à 100% suivi par nos militants. Et si ce mot d'ordre s'épuise, on va le reconnaître puisqu'on l'a souligné en l'état dans le papier sur lequel on a décliné nos principales exigences. De son côté, la section SNEX Niamey exige le paiement du salaire du mois de janvier. Le problème ponctuel qui est là tout de suite, qui nous préoccupe, c'est que nous sommes aujourd'hui le 14 février. 14 février, nous attendons toujours le salaire du mois de janvier. Aucun de nos militants au jour d'aujourd'hui n'a perçu son salaire du mois de janvier. Et c'est une forme de précarité dans laquelle veut nous plonger certainement le gouvernement par le biais du MECRI. Le problème n'a pas encore été réglé au niveau du ministère des Finances. Donc il ne faut même pas parler du Trésor. Et c'est lamentable pour un État que de vouloir maintenir des agents de l'État de cette précarité. Nous avons des familles, nous avons des engagements à respecter. En début d'année, les enseignants-chercheurs ont observé plusieurs semaines de grève avant de suspendre le mouvement sur médiation de la Commission nationale des droits humains, CNDH, pour permettre aux deux parties de poursuivre les négociations. Visiblement, rien de concret n'a été arrêté, obligeant le SNEX d'observer cette grève. De l'université, rendons-nous au centre aéré de la BCAO de Niamey qui a servi de cadre ce matin à une journée culturelle organisée par le complexe scolaire privé Khalissa. Une journée récréative qui vise le plein épanouissement des élèves de cet établissement de référence dans la capitale. Le point avec Adamou Soumana et Aboubakar Soleil. Sketch, poèmes, danse chorégraphique et autres activités récréatives étaient au menu de cette journée culturelle du complexe scolaire privé Khalissa sur fond d'une ambiance festive. Une initiative bien réfléchie qui réunit personnel d'encadrement du dit établissement avec les apprenants et leurs parents pour partager un instant de joie et de bonheur après un semestre académique bien rempli. Chaque année, le CSP Khalissa ne faille pas à la tradition. Nous avons compris que l'éducation ne se situe pas seulement entre les 4 murs. Il faudrait que de temps en temps, les gens sortent pour se défouler un tout petit peu. Parce que pour bien encadrer et éduquer un enfant, il faut le connaître dans tous les sens. Nous avons fait 4 mois à chercher à les étudier, à les connaître dans les classes.
et nous nous sommes dit pourquoi ne pas sortir avec les enfants pour aller effectivement essayer de les connaître ailleurs. La première attente est que tout le monde s'amuse très bien, que les uns et les autres se sentent très bien à la fête, qu'il est vraiment l'objectif recherché à travers cette fête. Et que les enfants se défoulent, que les parents qui ont accompagné leurs enfants aussi soient satisfaits de cette fête. Une journée pleine d'enseignements au cours de laquelle les apprenants du CSP Halissa ont été largement sensibilisés à travers des sketchs portant sur des thématiques telles le mariage forcé et l'influence de mauvaises fréquentations sur les jeunes, entre autres, à la satisfaction aussi bien des élèves que leurs parents. Moi, je pense que l'administration a bien fait d'organiser cette journée culturelle. Être au CSP Halissa, ça nous procure du bien, car il y a des formations qu'on fait au sein du CSP Halissa, des formations islamiques qu'on fait au sein du CSP Halissa, pour pouvoir aussi aider les élèves à bien se comporter. C'est une journée très bien ici, on a fait ça ici au centre Ayer BCAO, c'est pour les élèves, pour qu'on se distraie et tout. Il y a les études, donc on est au milieu de l'année. On a beaucoup encaissé, vous voyez, donc avec ça, on se distrait un peu, on oublie un peu, et puis après, on continue les études. Les professeurs au CSP Halissa nous enseignent bien, ils nous montrent tout, ils nous mettent trucs là sur le bon chemin, et avec eux, on apprend beaucoup, on n'a pas beaucoup de grèves aussi, vous voyez, voilà quoi, on étudie bien et dans le calme et tout. C'est pour un avenir, Inch'Allah, qui sera meilleur. Halissa a bien organisé ça, franchement. Ils ont présenté, tout ce qu'ils ont présenté, c'était vraiment merveilleux, franchement. La formation est très bonne, oui. La formation est très bonne à Halissa. Et Halissa, c'est une école clé, si je peux le dire. Oui. Je conseille aux parents d'élèves d'amener leurs enfants à Halissa. Cette journée a été également mise à profit pour organiser un concours d'épellation aux scolaires, mais aussi pour une distinction du personnel d'encadrement, une façon d'exhorter ce dernier à donner le meilleur de lui-même pour un enseignement de qualité. Au CSP Halissa, c'est le travail, la discipline et la persévérance. Du sport dans ce journal, Sénégal-Mali, c'est l'affiche de la finale de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Junior CAN Total U20, donc qui se déroule ici même au Niger. Le Sénégal a battu l'Afrique du Sud hier et le Mali a dominé le Nigeria en demi-finale qui se sont déroulées au stade général Seyni Kounché. Le résumé avec Abdelrazak Kamilou Léo et Chebou Guissou. Mali, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud. C'était l'affiche des demi-finales de cette 21e édition de la CAN des moins de 20 ans total. Pour le premier match, la victoire a mis du temps à se dessiner. Un but partout à l'issue du temps réglementaire. Et c'est au tir au but que le Mali s'est imposé 4 buts à 3. Après une séance de prolongation qui n'a rien donné. Nous avons été la première équipe à avoir la défaite. Nous sommes la première équipe à la finale. Vous voyez, c'est le football. Si on est content, vous voyez, je ne veux pas fêter comme les autres. Je pense que ce qui devait être fait, c'était le passé. Là, c'était le bonus. Je suis tellement ravi de jouer le monde et à 30 ans, le qualifier non plus à la Coupe du Monde encore comme Une belle tactique mise en place par Kane Mamoudou, coach malien, et qui a payé. Je pense que tout le monde a vu la lecture du jeu aujourd'hui. Nous, notre objectif, c'était de la première mi-temps de ne pas prendre au moins un but. Parce que c'est des jeunes Nigériens, ils ont la compétition mieux que nos jeunes. Donc, il fallait tout faire pour ne pas prendre un but la première mi-temps et la deuxième mi-temps de bousculer pour pouvoir marquer un but. Et voilà ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps. Nous avons bousculé, on a marqué un but. Bon, le sport, c'est le sport, l'homme, l'être humain est infaillible. Donc, on a vu de la manière dont ils ont marqué leur but. On ne peut pas dire que c'est mauvais, mais quand l'arbitre a dit c'est un but, donc le Mali a joué pour ne pas prendre un premier but et on a marqué, c'est l'essentiel. Et nous, on a joué uniquement
pour gagner les matchs. Le Mali est en finale, le Mali est là pour remporter la coupe. En 2015, on était au Niger ici. Le Niger a toujours porté chance au Mali. En 2015, on l'a rapporté, on est parti avec la coupe. Et cette année aussi, nous sommes venus pour récidiver encore pour partir avec la coupe. Que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud que nous avons bâti ici au Niger pour rapporter la coupe. Le Sénégal qui nous a bâti en match de poule, ce n'est pas un problème. Les jeunes se sont ressaisis parce qu'on dit il ne faut pas verser l'eau du gars avec l'enfant. Donc les jeunes se sont ressaisis. Donc et voilà, nous on joue la finale pour la remporter. Le second match qui a opposé le Sénégal à l'Afrique du Sud a vu la victoire du Sénégal, 1-0, but marqué par Niang. Rendez-vous dimanche pour une finale alléchante Mali-Sénégal. Et c'est à partir de 16h30 Abdelrazak Hamidou Léo que le coup d'envoi de cette finale va intervenir au stade général Seyni Kounché. Bonne chance donc à ces deux équipes. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.